Bonjour à tous. Alors, on va se pencher aujourd'hui sur un paradoxe assez fascinant. Est-ce qu'on n'a pas parfois l'impression que nos grandes tentatives modernes pour protéger la nature, ou même la société, finissent par s'aligner pile-poil avec les systèmes économiques qui, ironiquement, les détruisent? C'est quand même fou, non? Pourquoi une telle contradiction? Eh bien, plongeons directement là-dedans pour essayer de comprendre ce qu'il se passe vraiment. Pour décortiquer tout ça, on va s'appuyer sur un ouvrage de 2023, Extension du domaine du capital, écrit par le philosophe Jean-Claude Michat. L'idée de ce décryptage, c'est vraiment de restituer de manière totalement objective la critique que fait l'auteur du capitalisme moderne. Et attention, on ne parle pas juste de la bourse ou de chiffres rébarbatifs. Non, c'est une critique profondément systémique de toute notre société. Le point de départ de son analyse repose sur un concept très précis, le fait social total. C'est une notion que Michat emprunte au célèbre anthropologue Marcel Mauss. L'idée, c'est de dire que le capitalisme d'aujourd'hui, ce n'est plus juste une économie. C'est devenu une sorte de système gigantesque, un fait social total donc, qui absorbe, métamorphose et consomme littéralement la moindre petite parcelle de notre existence. Au programme de cette exploration, 5 grandes étapes. D'abord le fait social total, ensuite le rapport entre écologie et capital, puis l'atomisation de la société, la fameuse rupture de la gauche, et on terminera sur ce que l'auteur appelle la résistance périphérique. Allez, c'est parti. Première étape, le fait social total. Pour bien comprendre comment le capital s'étend partout, l'auteur rappelle un constat historique de Karl Marx. En gros, le système capitaliste ne peut par définition connaître aucune limite morale ou naturelle. C'est presque mathématique. Le système a un besoin absolu de croissance infinie. S'il s'arrête, il s'effondre. Il lui est donc de fait structurellement impossible de dire « Ok, là je m'arrête, c'est une frontière éthique ». Et cette évolution, elle est quasiment inévitable. Ce qui au XVIIIe siècle n'était qu'un simple mode de production a fini par s'étendre pour dicter nos normes culturelles. Puis ça a continué. Aujourd'hui, cette dynamique s'infiltre jusque dans notre vie intime, la sphère la plus privée. Le capital a cette capacité à absolument tout transformer en marchandise. Il noie nos sociétés dans ce que Marx appelait, avec une certaine poésie d'ailleurs, les eaux glacées du calcul égoïste. Deuxième point, et non des moindres, l'écologie et le capital. Ici, Michat met le doigt sur un contraste sociologique hyper marqué. Il oppose ce qu'il appelle la bourgeoisie verte aux classes populaires. D'un côté, on aurait donc des élites urbaines très concentrées sur des détails écologiques, mais qui ne remettent jamais en cause le fonctionnement global de l'économie. De l'autre, les classes travailleuses. Et le paradoxe souligné par l'auteur, c'est que ce sont précisément ces travailleurs qui se prennent de plein fouet l'exploitation inhérente à ce fameux système macroéconomique. Et le livre illustre ce clivage avec des exemples assez frappants de ce qui se passe sous couvert d'une écologie stricte. On assisterait, selon lui, à une nouvelle forme de bannissement culturel impulsée par les centres urbains. Les cibles, la musique à l'accordéon, la pelote basque, les cloches des églises le dimanche, la chasse, le rugby de village. En fait, toutes ces interdictions viseraient carrément les traditions populaires. L'idée de Michat, c'est que ça détruit à petit feu le tissu social, ce fameux tissu qui permettait justement aux classes travailleuses de résister à la marchandisation du monde. Ce qui nous amène à notre troisième partie, l'atomisation de la société. Pour vraiment capter cette dislocation du lien social, il faut se pencher sur un concept, la monade. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, selon le livre, l'idéal de l'économie libérale, ce n'est pas du tout un citoyen super engagé, pas du tout. C'est la monade, c'est-à-dire un individu parfaitement isolé, replié sur lui-même, coupé de toute communauté, mais paradoxalement, hyper connecté à ses écrans pour pouvoir consommer non-stop. C'est littéralement l'antithèse absolue de la vie en communauté. Et c'est là que l'analyse des récents protocoles de la Covid-19 devient super intéressante. Attention, soyons très clairs, l'auteur ne parle absolument pas d'un complot, il parle plutôt d'un effet d'aubaine monumental. La pandémie, avec les confinements, le télétravail forcé, la distanciation sociale, tout ça a agi comme un accélérateur incroyable des tendances libérales. Ça a validé l'idéal d'un monde entièrement numérisé, où les interactions humaines en chair et en os sont perçues comme risquées, et donc peu à peu remplacées par de gentilles petites interactions marchandes à distance. Et on ne peut s'empêcher de faire le lien avec cette fameuse mise en garde de George Orwell, que Michat rappelle d'ailleurs. Orwell disait « Il se pourrait tout autant que l'on parvienne à créer une race d'hommes n'aspirant pas à la liberté, comme on pourrait créer une race de vaches sans cornes. » C'est fort, non? L'idée, c'est que le vrai danger n'est pas forcément une dictature brutale qui nous arrache notre liberté d'un seul coup. C'est plutôt qu'on nous conditionne, tout en douceur, mise à jour technologique après mise à jour, pour qu'on n'y aspire même plus du tout. Passons à notre quatrième axe, la rupture de la gauche. En analysant la démographie, l'auteur dessine une structure sociale implacable en 3 blocs. Tout en haut, on trouve 10% de la population, l'élite dominante. Juste en dessous, disons 20 à 30%, les cadres intermédiaires et supérieurs. C'est une population très urbaine qui fait tourner la machine technologique et administrative. Et puis, il y a le reste, les 70% qui forment la classe populaire et périphérique.
Et la thèse forte de Michéa ici, c'est que la gauche institutionnelle moderne s'est totalement réalignée, mathématiquement et culturellement, sur les attentes de ces 20 à 30% de cadres urbains. C'est un basculement idéologique majeur. Historiquement, on le sait, la gauche se concentrait sur la fameuse question sociale et s'appuyait massivement sur les travailleurs. Mais selon l'ouvrage, cette politique a peu à peu délaissé la critique économique pure et dure. Pourquoi ? Pour embrasser un néolibéralisme culturel, parfois appelé wokisme dans le texte. En gros, en changeant de base électorale pour séduire la classe moyenne des métropoles, cette mouvance politique se focaliserait aujourd'hui sur des questions purement sociétales, des questions qui, comme par hasard, ne viennent jamais entraver la grande machine de l'accumulation du capital financier. 70%. Franchement, il faut s'arrêter une seconde sur ce chiffre. C'est gigantesque. C'est le poids démographique de ce qu'on appelle souvent la France périphérique, les zones rurales, les villes moyennes, les bassins désindustrialisés. Et Michéa explique que cette immense majorité se sont aujourd'hui complètement mises de côté, ignorées, parfois même méprisées, par une politique qui semble taillée sur mesure pour les habitants des grandes métropoles mondialisées. Ce qui nous amène tout droit à notre 5e et dernière partie, la résistance périphérique. Face à tout ça, Michéa propose une piste. Pour lui, une vraie force de résistance ne peut voir le jour que loin des métropoles hyper connectées. Et cette résistance aurait des traits bien particuliers. D'abord, elle s'enracinerait dans ce qu'Orwell appelait la décence commune, une sorte de morale spontanée et digne des gens ordinaires. Ensuite, Michéa nous invite à complètement jeter par la fenêtre ce slogan très à la mode des 1% contre les 99%. Pourquoi ? Parce que ça masque complètement la complicité des cadres intermédiaires qui font tourner le système. Le but final, selon l'auteur, c'est de réclamer une autonomie totale des classes populaires, en refusant d'être guidés d'en haut par des élites médiatiques ou intellectuelles. Et on termine cette exploration par une question de fond, une question vertigineuse tirée de l'ouvrage. Sommes-nous, en tant qu'humanité, inéluctablement programmés pour devenir une masse d'individus isolés, pilotés par des algorithmes et juste bons à consommer ? Ou alors, est-ce qu'on a encore la capacité collective de restaurer ce lien social fondamental et de renouer avec les racines de cette décence commune ? C'est le défi ultime posé par cette inexorable extension du domaine du capital. Merci beaucoup d'avoir suivi ce décryptage avec nous, gardons l'esprit critique bien ouvert et à très vite pour explorer de nouvelles idées.